comme une application directe de ce que vous venez de nous dire à l'instant. J'aimerais maintenant donner la parole à Grégoire Loïs, s'il est encore là, parce que c'est vrai qu'on a un petit peu tardé. Je crois qu'on est à l'heure où on aurait dû terminer notre événement, mais voilà, on a pris un petit peu de retard dans nos discussions. Grégoire Loïs, je rappelle que vous êtes directeur adjoint de Viginature. Ça y est, je vous vois. Bonsoir à vous. Bonsoir. Viginature, qui est un programme de sciences participatives au sein duquel on peut chacun participer en partageant des observations de notre environnement. Vous allez peut-être nous en dire un petit peu plus. Je précise juste que tout ceci a été fondé et porté par le Muséum national d'histoire naturelle. Dites-nous un petit peu ce programme. C'est dans la droite ligne de ce que vient de nous dire à l'instant Gilles Clément. Ça, c'est, j'imagine, un programme qui permet aux scientifiques c'est comme dire une étude à très grande échelle pour connaître les espèces qui vivent avec nous, mais aussi c'est quelque chose qui peut nous éduquer chacun sur les espèces qu'on a autour de nous, j'imagine. Ouais, tout à fait, c'est l'idée. Alors, j'avais prévu une présentation, mais qui aurait dû commencer à 35. Est-ce qu'on la reporte sur un prochain événement CAUE? Parce que là, je vois que Écoutez, les gens quittent un peu non, l'émission. je pense qu'on est encore très nombreux. Je vois qu'il y a plus d'une centaine de personnes qui sont avec nous et ceux qui partent, je le sais, reviendront voir la vidéo dès qu'elle sera disponible en rediffusion. Voilà, effectivement, c'est le petit aléa d'un démarrage en retard et de discussions forcément passionnantes dans lesquelles on a parfois du mal à quitter, mais avec quelques problèmes techniques au milieu de tout ça, mais on s'y retrouve. Ouais, ok. Bon bah écoutez, je vais vous passer cette présentation alors. Normalement, vous voyez. Voilà, Ouais, très bien. on voit tout ça très bien. Ok, très bien. Alors, dans le cadre de biodiversifier la ville, effectivement, on peut mobiliser. Il y a plein de choses à mobiliser. Il y a l'aménagement, mais on peut aussi mobiliser les regards des citoyens sur la biodiversité en ville. Et il y a une technique qui marche pas trop mal là pour ça. C'est les sciences participatives. Alors les sciences participatives, c'est à peu près vieux comme les collections naturalistes, hein, puisque les collections naturalistes, en fait, sont le fait de participants qui n'étaient pas des salariés des muséums, mais qui étaient des passionnés, qui étaient en voyage un peu partout. On voit ça de manière assez ancienne. Viginature, c'est pas un programme de sciences participatives, mais en fait c'est une unité dans le laboratoire d'écologie fondamentale du muséum qui coordonne des programmes de sciences participatives, comme vous pouvez le voir, qui sont qu'on peut mettre en œuvre depuis les milieux urbains, périurbains, jusqu'aux milieux ruraux, avec même des programmes qui sont déclinés pour les gestionnaires d'espaces verts en ville ou pour les agriculteurs, pour les élèves, les naturalistes passionnés ou le grand public. On peut faire ça toute l'année et vous avez en bas la distribution de l'effort et vous remarquez quand même sur la distribution de l'effort qu'on voit bien selon les programmes, en fait, l'Île-de-France en général, le Nord-Pas-de-Calais et la vallée du Rhône, les zones de forte densité, le littoral PACA, ça va dépendre. Pourquoi est-ce qu'on ferait ça? Alors, on fait ça notamment. Pourquoi est-ce qu'on participe en tant que participant? On se penche beaucoup sur les moteurs de la participation maintenant à Viginature. On essaie de comprendre pourquoi les gens participent, parce que finalement, nous, on a besoin de ces participants. On va voir un peu après pourquoi. Eh ben, on participe parce qu'on se fait du bien, en fait. Et finalement, moi-même, en tant que participant de certains programmes, eh ben, je me rends compte que ouais, ça détend, ça fait du bien. On sait maintenant que la biodiversité fait du bien et la biodiversité en milieu urbain. Alors, j'habite dans le 15e arrondissement, donc je vois bien ce que c'est que la biodiversité en milieu urbain. J'ai eu la chance de filmer des fouines au piège vidéo sur mon toit lors du premier confinement. Mais en fait, je fais aussi pas mal de participation en milieu urbain et il y a un réel bénéfice, une réelle demande. Comment est-ce qu'on peut participer? Et pourquoi encore on peut participer? Par exemple, pour découvrir un petit peu comment fonctionne et pour s'émerveiller de biodiversité. C'est très bien d'être à 500 km de Paris, dans des zones très très rurales, mais on peut s'émerveiller de la biodiversité en milieu urbain. Un petit exemple avec le programme Sauvage de ma rue. Vous avez le mode d'emploi très simple, hein. Il y a une application, on choisit un trottoir, on note un point de départ.
On identifie les plantes, ou éventuellement on prend en photo, on utilise PlanteNet si on veut s'aider, qui est un programme d'intelligence artificielle d'identification des plantes qui est absolument spectaculaire. Et puis on saisit ces données sur le site. Et alors bon, on se dit bon bah ok, on a fait une petite découverte, on s'est aperçu que là où on croyait trouver 1, 2, 3 espèces de plantes, il y en a 30, 40, etc. Mais qu'est-ce qu'on découvre de tout ça? Et ben par exemple, sur cette petite plante, la cymbalaire des murailles, qui est autrement connue comme ruine de Rome, qui est une plante qui est assez fréquente dans les murs, on a remarqué quelque chose. Cette plante, elle peut faire de l'autopollinisation, c'est-à-dire que en l'absence, elle est normalement pollinisée par les insectes, qui transportent le pollen des organes mâles aux organes femelles, mais s'il n'y a pas assez d'insectes, elle peut s'autopolliniser. Et en fait, ce dont on s'est aperçu, c'est que les populations de cette plante qui étaient le plus au cœur des villes, donc le plus en stress de pollinisateurs, elles investissaient moins dans la taille des fleurs, alors que les plantes qui sont habituellement pollinisées par les insectes, elles investissent beaucoup dans la taille des fleurs. Des fleurs un petit peu plus petites. Comme ça, on peut découvrir des mécanismes. Le suivi photographique des insectes pollinisateurs, donc là, c'est un des programmes auxquels je participe aussi beaucoup, où l'idée, c'est de faire des collections d'interactions entre une plante et tous les insectes qui sont floricoles sur cette plante, qui fréquentent en fait les fleurs de cette plante, soit pour se nourrir de nectar ou de pollen, soit pour se nourrir même d'autres insectes qui viennent polliniser, qui sont eux-mêmes attirés. Et ben, ce qu'on peut découvrir, c'est que par exemple, alors voilà l'exemple d'une collection que j'avais fait à Pantin, donc vous avez en haut une capture d'écran de la vue aérienne du site. On voit que c'est quand même très 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 urbain. Et sur une collection qui était adossée à la mairie de Pantin, et ben on a j'ai eu dans les quelques 15 insectes, 15 taxons qu'il y avait dans cette collection, par exemple l'hyménoptère à ailes fumées que vous avez tout à gauche, c'est le sphex mexicain. C'est une espèce qui a été introduite accidentellement et qui se développe mieux en ville qu'à l'extérieur des villes. À l'extérieur des villes, d'ailleurs, en milieu méditerranéen, il a une espèce jumelle qui est originaire d'Europe pour le coup. Et c'est une espèce qui consomme des sauterelles en ville. Alors pourquoi elle se développe mieux en ville? Et ben en fait, les tissus d'interaction, les réseaux d'interaction de biodiversité en ville sont effectivement moins développés, moins complexes qu'en milieu rural, et ça laisse de la place pour les nouveaux venus éventuellement. Au milieu, on a la filante apivore. Alors on la voit justement en train de piquer une guêpe au cou, c'est-à-dire entre le thorax et la tête. C'est une guêpe crabonidée qui se nourrit presque exclusivement d'abeilles. Et paradoxalement, alors que je fais énormément de speedball en Île-de-France, les seules collections sur lesquelles j'ai de la filante, c'est en ville. Donc on a peut-être ici quelque chose. On verra après qu'il y a des mécanismes en milieu urbain qui font que la ville peut être un territoire un peu plus hospitalier pour certaines espèces que les milieux ruraux qui l'entourent. Et puis à droite, toujours sur la même collection, un joli cérambycidé, là, un joli longicorne qu'on appelle la lepture porte-cœur, avec la marque qu'elle a sur le dos, qui est absolument magnifique et que j'ai pas eu l'occasion non plus d'avoir dans mes collections à l'extérieur de la ville. Un autre phénomène que j'ai eu la chance d'observer et qui est absolument fascinant, c'est par exemple le parasitage alors cette guêpe, c'est un polyste, ce sont des guêpes sociales qui font des petits nids ouverts, et c'est une guêpe qu'on trouve aussi assez fréquemment en ville. C'est pas la guêpe que vous allez voir chez le boulanger dans Paris quand il fait très très chaud sur le sucre. Celle-là, c'est vraiment une guêpe, une Vespa. C'est une guêpe qui est très présente en ville, mais qui est moins attirée qui est très floricole, qui est moins attirée par les choses sucrées. Elle est habitée par un petit parasite, le strepsiptère, qui a un cycle de vie strictement à l'intérieur de ces polystes. Et en fait, on a examiné il y a 4 ans 255 000 photos accumulées sur le site du Spipol pour essayer de voir comment se distribuaient ces parasites sur les polystes. Et en fait, ce qu'on a vu, c'est que finalement, ils sont pas plus rares en habitat urbain qu'en habitat rural. On voit les collections à gauche dans toute la France sur lesquelles il y a des polystes avec les petits ronds rouges, et celles qui sont signalées par une étoile rouge entourée de vert, c'est celles pour lesquelles on a trouvé des individus de polystes stylopisés, donc porteurs de ce parasite. Et en fait, on voit que dans Paris, par exemple, c'est pas un événement rare que d'avoir des polystes stylopisés à hauteur de la même contribution.
Alors pourquoi est-ce qu'on participe aussi? C'est aussi pour contribuer à fournir des données qui sont utilisées en recherche en écologie, et un des premiers résultats, par exemple, ça a été de montrer que finalement, effectivement, alors souvent les premiers résultats en sciences participatives, les premiers résultats de ces grosses bases de données, ce sont des résultats un peu triviaux, mais en général, ils réservent des surprises. Et là, on voit par exemple à gauche qu'on a une affinité négative. Alors une affinité négative, c'est plutôt un évitement, hein, évidemment, des espèces pour le milieu urbain, alors qu'on a une attraction pour les milieux agricoles et encore plus naturels, notamment pour les pollinisateurs peu fréquents. Néanmoins, si on regarde ce qui se passe en milieu urbain, et ça c'est la figure de droite, et qu'on sépare en 4 grands groupes, les coléoptères, donc les coccinelles, les scarabées, les diptères, c'est les mouches, les cirfes, là, toutes ces espèces avec une seule paire d'ailes et des gros yeux comme les lunettes Ray-Ban, là. En bas, les papillons, les lépidoptères, en bas à droite, et puis en bas à gauche, les hyménoptères, essentiellement des abeilles et des guêpes et des fourmis sur les fleurs. Et qu'on regarde l'attractivité, on voit qu'il y a une attractivité que l'affinité est nulle pour les hyménoptères en ville, c'est-à-dire qu'on n'a ni évitement ni attractivité particulière. Et si on regarde comment ça fonctionne, en fait, ce qu'on voit, alors désolé, le graphique est pas hyper beau, parce que c'est évidemment repris d'une publication imprimée, j'ai pas eu accès aux données tout de suite, là. Peu importe, il reste compréhensible. Ouais. On voit qu'en fait, on a un étalement des différents taxons d'hyménoptères, avec des hyménoptères qui sont tout à gauche, qui évitent la ville. Et donc là, on trouve par exemple les mouches à cils, les tentraides, alors qu'on a à droite des antidies et certaines mégachilles, des abeilles solitaires, qui sont apparemment mieux représentées en ville qu'à la campagne. Alors on s'est posé la question, et finalement, une des hypothèses, c'est que ce milieu qui est sous stress de biodiversité très fort, la ville très minéralisée, beaucoup d'activités humaines, beaucoup de dérangements, etc. C'est finalement un milieu dans lequel la simplification des réseaux d'interaction, c'est un avantage. Et là, on a quoi à gauche? On a des espèces finalement qui évitent à gauche de l'axe les milieux urbains, notamment parce que en fait elles ont un cycle larvaire et un cycle adulte qui sont très différents, et elles dépendent de nombreuses interactions pour mener à bien ces cycles, alors qu'on a à droite, là, avec l'antidie et cette petite mégachile, là, on a des espèces où les adultes et les larves consomment la même ressource, c'est-à-dire en l'occurrence du pollen et du nectar, et de la même plante. Et donc on a l'impression comme ça qu'il y a quelque chose qui se produit, c'est assez confirmé ici. Alors là, ça réveille un peu tout le monde, là, voilà, il faut lire un graphe, là. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a en bas, en fait, sur l'axe horizontal, le degré d'artificialisation des sites dans lesquels on a fait la manipulation. Donc, à gauche, à 0 artificialisation, on est en pleine campagne. Et à droite, quand on a 1 d'artificialisation, on a 100% du territoire complètement artificialisé. Et on a le taux de parasitisme de population de pierrides. Donc les pierrides, c'est ces petits papillons blancs qui restent très 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 communs partout, un peu au détriment de beaucoup d'autres espèces en tous les cas, ceux-là survivent très bien, ils mangent des crucifères, c'est soit du colza des espèces cultivées, soit de la moutarde, ou des choses comme ça, des trucs qu'on trouve assez facilement dans les friches et dans les emprises urbaines qui sont un peu végétalisées. Et en fait, on avait proposé une expérience aux participants. On leur a dit, vous allez accueillir chez vous des pots sur lesquels il y a un pied de chou, et sur lequel nous, on aura disposé 10 chenilles. 10 chenilles de pierrite, ça s'élève très bien, la pierrite, comme la plupart des papillons d'ailleurs. Et autour de ce pied de chou qui comporte 10 chenilles de pierrite, on va mettre un voile de tulle qui va laisser passer la lumière, qui va éventuellement laisser passer certains parasites, mais qui laissera pas passer les prédateurs, que peuvent être les oiseaux, les guêpes, les frelons, etc., les prédateurs de chenilles. Et vous allez nous dire, au fur et à mesure du développement de ces chenilles, quel est le taux de chenilles parasitées. Alors, ce qu'on voit, c'est qu'en milieu naturel, il y a aux alentours de 80% des chenilles, 8 chenilles sur 10 qui sont parasitées, alors qu'on voit qu'en milieu complètement anthropisé, on n'a plus du tout de chenilles parasitées. Alors on pourrait se dire super, c'est une super nouvelle pour les pierrides. En fait non, c'est pas une bonne nouvelle non plus, c'est aussi une évaluation de la simplification des réseaux d'interaction entre espèces,
en milieu urbain. Et là où c'est pas une bonne nouvelle, en fait, c'est que finalement, le contrôle qui est assuré par ces parasites, donc c'est une toute petite guêpe minuscule d'un millimètre et demi, eh bien le contrôle qui est assuré sur les populations de pierrides, les pierrides elles-mêmes en bénéficient probablement par mécanisme de sélection naturelle. Un autre résultat qu'on a pu observer et qui rappelle un petit peu ce qu'on voit avec le sphex mexicain, cette guêpe bleu métallique qu'on a vu tout à l'heure, c'est qu'en fait le frelon asiatique que tout le monde connaît désormais, dont on se fait tout un tas d'histoires, alors que c'est vraiment c'est une bestiole très placide, hein, c'est pas pour se faire piquer, c'est comme avec la plupart des hyménoptères, il faut soit avoir pas de chance et poser la main dessus, soit avoir agressé le frelon. Alors j'avoue qu'on peut parfois agresser sans le vouloir un frelon en posant la main dessus, mais sinon la plupart du temps c'est des bêtes qui sont hyper placides. J'imagine que quand on crie, quand on court et quand on agite les bras, c'est une forme d'agression aussi, non? Bah, même à proximité d'un nid, c'est rarement perçu comme une agression par un frelon. C'est-à-dire, il va pas voler après quelqu'un qui crie, qui court et qui lève les bras. On serait dans une situation assez catastrophique si c'était le cas, parce que les stades sont pas tous couverts, quoi. Donc, non, il y a pas c'est vraiment, l'agression, c'est vraiment à toute proximité du nid, ou effectivement, si on s'assoit dessus, qu'on met la main dessus, ou quelque chose comme ça, quoi. Moi, la dernière fois, je me suis fait piquer, c'était un poliste. Alors que c'est une guêpe la piqûre est assez douloureuse, et c'était parce qu'il était venu récupérer un petit peu de sels minéraux sur la sueur dans mon cou et qui s'est coincé dans une chaîne de coups. Donc voilà, le type d'agression passive. J'ai pas eu le sentiment de l'agresser, mais lui, il a eu le sentiment de se retrouver prisonnier d'un truc et il a piqué. Voilà, c'est pas très grave. En tous les cas, ce qu'on voit avec les résultats qu'on a collectés, c'est que en fait, on a un décalage phénologique entre Velutina, qui est le frelon asiatique, et Vespa crabo, qui est le frelon de chez nous, et puis surtout qu'on a une affinité pour le milieu urbain qui est plus élevée pour Velutina. Et effectivement, par exemple, la moindre compétition qu'il peut y avoir entre les deux espèces en milieu urbain, parce que pour le coup, Crabo, il fréquente pas du tout le milieu urbain, eh ben on bénéficie fortement au nouveau venu le frelon asiatique. D'autres résultats sur les relations complexes entre le milieu urbain et la biodiversité, c'est par exemple, en fonction de la latitude, l'affinité à l'urbanisation des diverses espèces de fourmis qu'on a pu photographier dans le cadre du SPIPOL. On voit que pour la plupart, à part pour la plus anthropophile de toutes ces fourmis, c'est-à-dire les Lasius, qui est en photo en bas à gauche, pour la plupart, ce sont quand même des espèces qui sont moins abondantes en milieu urbain que en milieu rural. Ce qu'on voit quand même, c'est que les relations peuvent être complexes. Si on voit Cerviformica, qui est en bas à droite, avec une photo d'une colonie en haut, c'est une fourmi qui est souvent mise en esclavage par d'autres espèces de fourmis. C'est un de ces traits écologiques. Et bien, on voit qu'en fait, effectivement, plus on va vers le nord, donc ça c'est l'axe horizontal, plus elle décline en milieu rural, alors qu'elle se maintient, voire croît légèrement en milieu urbain. Donc il y a aussi des effets de compétition. Comme c'est une espèce qui est effectivement régulièrement mise en esclavage, à ses dépens, hein, puisque quand elle est mise en esclavage, la reine elle est assassinée, et c'est une reine esclavagiste qui se fait entretenir ses œufs. Et ben peut-être qu'il y a là une relation un peu complexe à mettre en évidence. Et puis pour finir, le plus comment dirais-je, le plus exigeant de tous les résultats en termes de réveil à cette heure-ci là, c'est les relations qu'entretiennent les papillons communs avec le milieu urbain. Alors là, c'est des résultats qui viennent de l'Observatoire Papillon des Jardins, qui est un truc très très simple. Hein. On l'a lancé en 2006 et on s'est littéralement fait agresser par les collègues entomos du muséum en nous disant qu'on faisait n'importe quoi, que c'est de la pseudoscience, etc. En tous les cas, on demande à des gens qui connaissent pas forcément très bien les papillons, on leur donne des éléments pour identifier les groupes de papillons. On leur demande de nous signaler l'abondance et la diversité des papillons qu'ils ont dans leur jardin au cours de l'année. Et ce qu'on voit, et là vous avez tout un tas de graphiques qui représentent la relation de ces papillons avec l'urbanisation. Donc l'urbanisation, c'est encore une fois, dans chaque cas, l'axe horizontal, et l'abondance qui est en axe vertical. Et on voit que dans la plupart des cas, ça fait une pente, ça descend. De gauche à droite, ça descend.
sauf pour 2 espèces. Et on s'est demandé, tiens, pourquoi il y a 2 espèces qui n'ont pas comme ça un évitement croissant en fonction de l'urbanisation, de la densité d'urbanisation. Alors, je vais commencer par celui de droite. Celui de droite, c'est le Tircis. C'est un papillon qui est bien de chez nous. On n'a pas vraiment... on a des hypothèses. Les hypothèses, c'est que la chenille, en fait, elle mange des poacées, donc du gazon, qui est une espèce plutôt bien représentée en ville, et que j'ai dit la femelle, c'est la chenille. Hein. Enfin, oui. Si j'ai dit la femelle, je me suis trompé, c'est la chenille. Très bien. Il mange des poacées, et l'adulte, en fait, il consomme du nectar de puceron. C'est-à-dire qu'il est pas dépendant d'une floraison, il est simplement dépendant d'une abondance du miel à puceron, pardon. Il est simplement dépendant de la présence de pucerons, et en fait, des pucerons sur les arbres en ville, il y en a énormément. Probablement parce que ça manque aussi un petit peu de prédateurs pour les pucerons. Et du coup, on se dit qu'on a peut-être là 2 éléments. L'autre papillon qui est assez intéressant, c'est le brun des pélargoniums. Le pélargonium, en fait, c'est le nom scientifique du géranium qu'on met à nos balcons, et qui vient d'Afrique du Sud. Et le brun des pélargoniums, c'est aussi un papillon sud-africain qui a été introduit par erreur en France et qui se développe bien sur les balcons. Donc on comprend, lui, par contre, très très bien qu'il a une affinité qui est pas négative avec le milieu urbain, puisque c'est plutôt un milieu urbain où là où il y a des hommes, en tous les cas, qui va trouver des pélargoniums, donc des géraniums de balcon. Ouais, parce que le géranium sauvage n'a rien à voir avec les géraniums de balcon. Et en fait, ces résultats-là, et je vais y venir avec ma diapo d'après, c'est probablement les résultats qui sont les plus intéressants. C'est probablement les résultats scientifiques qui sont les plus applicables et les plus démonstratifs en termes d'écologie urbaine. Ce qu'on voit, c'est que si on regarde la sensibilité à l'urbanisation de chacune de ces espèces, donc chaque point est une espèce, et on voit qu'en bas, on a un axe qui est quasiment que dans les négatifs. Effectivement, c'est la pente de la droite qu'on a mesurée sur chacune des petites boîtes avant. Et dans tous les cas, cette pente, elle est négative. Plus on va vers le milieu urbain, moins il y a des espèces de papillons, sauf 2 qui sont à droite du 0. Pour le coup, le Tircis et le brun des pélargoniums. Et on a dans la boîte de droite la sensibilité à l'offre en nectar et la sensibilité à la naturalité dans la boîte de gauche. L'offre en nectar, c'est simplement le fait d'avoir mis des plantes nectarifères. La naturalité, on l'a évaluée en posant des questions sur le fait est-ce que les gens laissent des espaces complètement en friche dans leur jardin, c'est-à-dire complètement en libre évolution dans leur jardin. Et ce dont on s'aperçoit ici, en fait, c'est que si on veut favoriser les espèces qui souffrent le plus de l'urbanisation en ville, eh ben, c'est avec des mesures simples, comme par exemple en agissant sur l'offre en nectar ou sur la naturalité du jardin, c'est-à-dire le laisser faire. Voilà, j'en ai fini. Du coup, j'étais un peu rapide pour libérer un peu tout le monde. Merci beaucoup. Même si finalement dans les commentaires on a Valérie qui elle s'est effrayée un temps qu'on puisse arrêter avant la fin et nous dit on continue. Elle en est bien ravie. Merci beaucoup Grégoire, Loïs pour cette présentation qui permet de bien boucler finalement avec tout ce qu'on avait vu jusque-là. Et donc si la conclusion finale c'est voilà la nécessité ou l'intérêt d'avoir dans nos villes des espaces en friche, on voit avec votre présentation pourquoi. Peut-être juste un mot sur les études dont vous nous parlez, pour bien comprendre, parce que vous avez évoqué un moment la question du regard que des scientifiques pouvaient avoir sur ces études-là. On est bien sur des études fiables, même si elles ne sont pas faites par des scientifiques. Ça reste chacun d'entre nous, on peut participer à une étude dont les résultats vont être valables et intéressants pour les scientifiques. Ouais, tout à fait. En fait, c'est des études, ce qui les rend fiables, ces études, c'est le respect des protocoles. En fait, on n'est pas dans des inventaires. Les inventaires, effectivement, il faut qu'ils soient faits par des sachants, parce que c'est très compliqué d'inventorier les éléments de la biodiversité. Ça a été mentionné par Gilles Clément, par exemple. Il disait que effectivement, il y a une espèce de chute de l'expérience du vivant dans la société française, et qu'on a de moins en moins de sachants qui savent ce que c'est qu'une lepture porte-cœur ou une filante apivore. Là, l'idée, c'est qu'on a en fait un protocole de mise en œuvre, et on les a vus, les 2 petits protocoles de Sauvage de Maru et de Speeple, et le suivi de ce protocole et le contrôle des interactions sociales qu'il y a au sein des réseaux de participants font qu'en fait on a des données qui sont extrêmement robustes, extrêmement solides, et qui sont comparables de Lille à Nice entre elles, et depuis 2006 jusqu'à maintenant concernant les papillons.
c'est la garantie de le suivi de ce protocole qui permet d'avoir des données qui sont robustes et analysables. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. En tout cas, je pense que on doit être quelques-uns à vous avoir écouté, à avoir très envie de participer nous aussi à ces expériences-là. On rappelle les noms notamment les deux applications que vous nous avez citées. On va les mettre d'ailleurs en commentaire de cette vidéo. On a vu tout à l'heure. Je vous laisse nous le redire. Sauvage de Maru et Spipole. Oui, c'était ça. Alors Sauvage de Maru et People, hein, c'est ça? Spipole pour suivi photographique des insectes pollinisateurs. Très bien. Et si toutes les photos... Il y a beaucoup d'autres programmes, il faut aller voir Viginature, il y a beaucoup d'autres programmes qui sont déployables en ville. Il y a BirdLab, il y a Oiseaux des Jardins, il y a des programmes pour les gestionnaires d'espaces verts qui sont vraiment conçus pour que eux-mêmes puissent auto-évaluer l'effet de leur pratique sur la biodiversité. Et en plus de participer, est-ce qu'on peut déjà juste voir les photos telles celles que vous nous avez présentées tout à l'heure avec les insectes en train de polliniser? Ouais, tout à fait. On peut consulter sur les sites du Spipole, on peut consulter toutes les collections qui ont été faites dans sa ville, autour de soi, etc. Sur des plantes qui nous plaisent, ou on peut aller à la recherche d'un insecte particulier. Bah écoutez, merci beaucoup Grégoire Loïs, je suis pas le seul à le dire, on a Guylaine aussi dans les commentaires qui nous dit merci Grégoire Loïs, présentation très intéressante pour se rapprocher du vivant. Effectivement, je pense que c'est l'un des enjeux, vous nous l'avez bien expliqué. Et alors peut-être pour aller encore plus loin et je crois vu les délais avançant que ce sera sans doute une dernière question, j'aimerais la poser peut-être à Christophe Najdowski ou à Gilles Clément, l'un et l'autre ou l'un ou l'autre sur on parle de la place de la nature en ville, la flore, mais on l'aura compris, également la faune. Et alors, si on devait aller encore plus loin, est-ce qu'on peut imaginer en ville des espaces interdits, cette fois, aux êtres humains? Est-ce qu'on peut imaginer en ville des espaces qui ne seraient définis, enfin, qui ne seraient à l'usage que des animaux, que des plantes, sans jamais être piétinés? Gilles Clément, tiens, vous êtes encore avec nous. Qu'est-ce que vous pensez de cette idée? Je pense que d'abord l'exposé de Grégoire Loïs est très très important. On a bien dit l'eau c'est ce qui permet la vie, mais quand on commence à essayer de comprendre comment tout fonctionne au niveau d'un écosystème dans n'importe quel espace qui peut être un jardin ou un parc, il faudrait rentrer véritablement par les insectes. Et là, à partir de ce moment-là, on comprend pourquoi tel animal est sur telle plante, pourquoi finalement, quels sont les prédateurs. On comprend la complexité du système. L'entrée par l'entomologie est fondamentale. Malheureusement, ça, c'est pas complètement enseigné. Mais il y a des choses qui se passent par Internet et c'est vraiment bien. Faut-il qu'il y ait des humains ou pas? Alors moi, je suis pas du tout d'accord avec l'idée que l'on ferait des protections qui mettrait les humains hors du système. Parce que ça laisse entendre que là, on protège et on accueille la diversité, alors qu'ailleurs, on peut faire n'importe quoi, c'est-à-dire toutes les conneries, quoi. Non. Il faut que tous les humains soient conscients de l'importance des choses et c'est merveille de ce qu'ils ont de toute cette diversité en question sans la détruire. Voilà mon point de vue. Écoutez, merci beaucoup. On va peut-être entendre Olivier Philippe juste avant, qui est avec moi, et juste avant c'est Christophe Najdowski est encore ici, et je le disais, ce sera ma dernière question. Non, hélas, voilà, on s'était engagé sur un délai qu'on a un petit peu dépassé. Alors Olivier Philippe, je vous pose également la question. Pas d'espace en ville qu'on interdirait aux hommes, ou alors malgré tout, ça pourrait peut-être pour certaines espèces avoir quelques impacts positifs? Bon, il cherche le désaccord, là. Tout à fait, effectivement. Je vous ai trouvé trop en accord jusque-là. Voilà, peut-être que j'ai... Alors, je pense que c'est une question de mesure et de pression. C'est-à-dire que ce que dit, on peut qu'adhérer à ce que dit Gilles Clément sur le fait qu'il faut que les gens soient éduqués et qu'ils comprennent que cette nécessité de se respecter finalement. Sauf que c'est vrai que c'est assez complexe quand on arrive dans une intensité telle que finalement la concurrence presque darwinienne s'installe de manière féroce, quoi. Donc voilà, donc nous c'est pour ça que j'évoquais comme exemple la question des parcs, et j'évoquais Saint-Ouen et Boulogne, où on a des dispositifs spatiaux qui n'empêchent pas, pas de clôture, mais qui minimisent les raisons d'aller partout, ce qui n'empêche pas
peut y aller. Si on veut aller voir, effectivement, observer, on peut y aller. Et puis, à Barcelone, c'est quasiment impossible. C'est-à-dire qu'il faut des lieux refuges comme vous avez une chambre et qu'il y a un salon qui est partagé par tout le monde, par exemple. Donc, à un moment donné, il faut, quand la masse de contraintes est trop importante, si on veut suffisamment de biodiversité, c'est mon point de vue, je pense qu'il faut pouvoir extraire de la ville. C'est des petits morceaux. Barcelone, c'est des petits morceaux, hein. Des lieux refuges, finalement. Hein. Voilà. Ben voilà, donc, je suis d'accord sur le fond, mais je pense que dans la pratique, et en fonction des conditions, je pense que c'est pas aussi, voilà, je sais pas s'il faut être aussi radical, finalement. Et je vois avec mes yeux sur notre réunion Zoom que Gilles Clément malgré tout acquiesce comme voilà, on n'est pas non plus dans une contradiction totale. Merci beaucoup en tout cas d'être resté jusqu'au bout. Grégoire Loïs, Gilles Clément et Christophe Najdowski. Merci mille fois Olivier Philippe d'avoir été avec nous. Elfie nous dit à l'instant grand merci pour notre discussion à largement diffuser, sans oublier les scolaires, mais oui, diffusons, parlons de tout cela. Et puis encore une fois, on va trouver un moyen de revoir les images de Gilles Clément qu'on a hélas pas pu voir en direct tout à l'heure du fait d'un petit problème technique, mais je crois savoir que ça pourrait être oublié dans une nouvelle version de cette discussion. Merci à tous d'y avoir participé, merci à vous de nous avoir suivis, merci également pour vos questions et vos commentaires très nombreux.